C'est ça, ça va être ça. Hey, fait 25 minutes qu'on jase. Voulez-vous qu'on... C'est du pre-tape. T'as-tu on- commencé à enregistrer? Oh oui. C'est du pre-tape là, pour tes C'est Patreons. du pre-tape, là. Mm. C'est sûr que ça va aller dans les archives. Puis dans 10 ans, on va dire, mon Dieu, que c'était bon. Ce début-là, on l'avait dessus. Là. Tellement vintage. Bonjour à vous, passionnés d'intelligence artificielle. Bienvenue à IA Café. Vous ne le savez pas, puisque vous écoutez ces épisodes dans l'ordre, j'imagine. Mais depuis l'entrevue de Darwin Brochero, donc l'épisode 3, depuis cet épisode, il s'est passé plusieurs mois. Ai-je besoin de vous expliquer la raison? Je vais seulement me contenter de l'expression pandémie mondiale. Je ne pensais jamais dire ça pour décrire la réalité. Mais nous sommes de retour en studio. En fait, drôle de studio, c'est plutôt mon sous-sol, mais on s'est arrangé pour se rencontrer dans les respects des règles de santé publique, évidemment. Habituellement, on ferait un tour de table pour décrire notre expérience de confinement, puis tout ça. Puis là, on en jase. J'ai tellement écouté de podcasts qui font ça que je me suis tanné. Fait que les gars, Fred, David, allez-vous bien? Oui. Oui. Voilà, c'est fait. Ça sera ça. Ça sera notre introduction aujourd'hui. On va sauter dans le cœur du sujet. Donc, lors du précédent épisode, nous recevions Darwin Brochero. Une entrevue passionnante. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Fred était là pour m'accompagner. David, tu l'avais déjà rencontré dans le cadre d'Open Layer, notre podcast ami et compagnon. Plusieurs grands thèmes abordés. J'en ai choisi quelques-uns pour vous, qui avaient été abordés par Darwin, puisque nous revenons sur cet épisode. Premier thème, Darwin, et là, ça ne sera pas une surprise, Darwin refuse, un peu comme Philippe Després, de se décrire comme un chercheur en IA. Donc, on voulait recevoir des chercheurs en IA, puis il refuse systématiquement de se décrire comme des chercheurs en IA. Donc, lui aussi préfère parler de machine learning, de deep learning. Je pense qu'il va falloir adapter notre langage. En tout cas, moi, je vais essayer de m'adapter à ce langage-là parce que toutes les fois, je dis une IA, puis toi, ton IA, puis je pense que ça ne fonctionne pas. Toi, David, quand tu travailles, là, tu dis, je vais aller travailler sur mon IA. C'est quoi que tu dis, là? Je vais travailler sur quoi, là? Sur une application, Ça dépend sur un logiciel, ça dépend vraiment à qui je m'adresse. Si c'est mes collègues avec qui que je fais... moi, je fais du machine learning, donc l'apprentissage automatique. Je vais dire le nom de l'algorithme que j'utilise. Je m'en vais développer ça, je vais en faire telle chose. Mais sinon, je vais peut-être utiliser le terme IA pour mettre ça simple. Tout le monde peut se rattacher à ce concept-là. Puis moi, ça me désengage d'expliquer. Mais c'est un champ, là, c'est-à-dire je travaille en IA. Mais tu ne travailles pas sur une IA, tu travailles sur un logiciel, tu travailles sur... mais je vais aller programmer cet après-midi, je travaille sur une application. Je travaille en ingénierie. Ouais, mais quel type d'ingénierie? Fait que moi, je travaille pas en IA, je travaille en machine learning. Fait que c'est un peu comme je suis ingénieur civil, en telle spécialité, je fais des ponts, mettons. Fait que c'est un peu la même genre, on essaie d'aller le plus granulaire possible, mais dépendant de la personne à qui je m'adresse, je vais utiliser un vocabulaire différent pour, si j'ai envie ou non, d'expliquer la différence puis les subtilités. Puis je pense que c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça qui est expliqué aussi. Dépendant du client, au début, je vais dire que je fais de l'IA pour vendre mon sales pitch. Mais après ça, je vais expliquer ce que je fais vraiment, en fait, c'est de l'apprentissage machine, du deep learning, puis je fais telle chose. Bon, c'est bien, hein, parce que je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'expression IA avec laquelle j'ai encore des réticences, parce que je trouve que, je suis pas le seul là, de parler d'intelligence, puis de parler d'une artificialisation de l'intelligence, alors qu'on a déjà de la misère à saisir c'est quoi l'intelligence. C'est ça. Ça me semble déjà non seulement compliqué, mais un peu pompeux, là, de prétendre pouvoir inventer, trouver une façon d'artificialiser l'intelligence, de la créer de toutes pièces. C'est un bon point parce que, nous autres, on a déjà eu cette discussion-là, mettons, la nuance. Puis une nuance, nous autres, qu'on apporte beaucoup, c'est... Moi, beaucoup de ce que je fais, c'est mimique, là, reproduire un comportement humain. Donc, je reproduis une intelligence et non créer une intelligence.
je vais prendre des données, puis à partir des données, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est fait, puis de reproduire le pattern que l'humain ferait. Fait que c'est pour ça que j'utilise pas le terme nécessairement intelligence, mais je vais plus essayer d'apprendre puis de reproduire. Comme en ce moment, je suis en train de lire Luc Julia, là, le créateur de Siri, qui travaille aussi en intelligence artificielle. Puis il a écrit un ouvrage qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas. Bon, l'intelligence artificielle n'existe pas. Là, pour un philosophe, tu te dis, j'espère qu'il définit au moins c'est quoi l'intelligence artificielle avant de la nier son existence. Donc, je suis rendu au tiers. Là, je vais vous en reparler. Mais pour l'instant, il a plutôt raconté sa vie, passionnante et trépidante, c'est sûr, là, mais on n'est pas encore rendu dans le croustillant du sujet. Je vais vous en reparler parce que c'est ça. Là, j'ai l'impression que même pour ceux qui travaillent dans le milieu, parler d'intelligence artificielle, lui, il parle entre autres de plus d'intelligence augmentée. L'idée que l'intelligence, elle est là, elle est difficilement atteignable. Là, on ne sait pas, on n'a pas encore fait le tour de c'est quoi l'intelligence humaine. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de ce qu'on connaît, on est capable d'accroître un peu certaines des capacités, un peu comme l'ordinateur nous a donné une mémoire augmentée, là, c'est-à-dire que c'est notre mémoire plus ce qu'on peut stocker sur Internet. Là. Avec l'intelligence artificielle, on pourrait aussi faire quelque chose de cet ordre-là, de prendre des composantes de l'intelligence, celles qu'on maîtrise un peu le mieux, puis nous aider à accroître la capacité de ces... En tout cas, c'est quelque chose de cet ordre-là. Là. Je trouve ça intéressant comme discussion parce que celui qu'on crédite de l'expression intelligence artificielle, c'est Marvin Minsky à l'école d'été de Dartmouth là, en 1956. Ouais. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il a inventé une deuxième expression à peu près en même temps, qui était un mot valise. Fait que l'intelligence artificielle, c'est un mot valise dans lequel on peut mettre à peu près ce qu'on veut dedans. Mais... C'est vrai, lui... Oui. Ben, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Là. Peut-être que j'ai lu des faussetés, mais je suis assez confiant avec ça. Le mot valise, oui, ça, c'est vrai. Je pense que c'en est une espèce de mot valise. L'idée de commencer à travailler sur des composants de l'intelligence, parce qu'on n'a pas de définition du sens commun en général, si on veut, ou de l'intelligence générale, ben, c'est une bonne nouvelle en même temps, parce que d'un côté, ça peut révéler ce à quoi l'humain est bon. C'est-à-dire ce qu'on n'est pas capable de généraliser, qui sont souvent des opérations pour nous assez simples, là, comme lire un visage, comprendre les émotions, ce genre de choses-là. Puis en même temps, ça implique aussi, ça veut dire qu'on n'a pas une théorie de l'intelligence artificielle qui serait suffisamment consensuelle pour avoir un projet de recherche pour la développer. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, à quelque part, je trouve que le fait que ça reste un mot valise, c'est pas pire. Mais j'ai peur qu'à long terme, ça nuise un peu à ce domaine-là parce que, c'est ça, à force de parler d'intelligence artificielle, il y a quelqu'un qui va finir par croire que c'est effectivement une intelligence artificielle qu'on est en train de développer. Puis si on n'arrive pas à terme à démontrer qu'on a quelque chose comme une vraie intelligence artificielle, on va dire, bien, vous savez quoi, ça ne vaut pas grand-chose, on va arrêter de financer ça, puis on va se retrouver dans un autre ralentissement, je dirais, de ce domaine-là. À force de faire des promesses qui sont inatteignables, si tu dis que c'est juste une intelligence augmentée, un peu comme l'a dit Julia, au moins, il y a des attentes qui sont réalisables. Puis là, on va évaluer cette nouvelle science-là, ces nouvelles applications-là à la mesure de ce qu'ils peuvent donner et non pas là, des attentes qui seraient démesurées. Puis à la fin, on les juge là-dessus en disant, l'intelligence, c'est même pas de l'intelligence artificielle, c'est juste du calcul statistique et probabiliste. Ouais, c'est intéressant. Mais ça fait un bon parallèle avec AlphaGo quand ça avait sorti, là, puis qu'ils ont fait 5 matchs contre le meilleur joueur au monde de Go. Ben oui. Puis au début, l'algorithme était. Le modèle était vraiment ridiculisé. Là, aux nouvelles, était comme il voyait plate à rien. Puis le premier match, ça a été. Il a clenché le joueur, mais solide. Là. Fait qu'ils ont fait comme. Ça a vraiment fait un choc. Là. Ils ont fait un documentaire là-dessus. J'écoutais ça, puis tu vois vraiment les gens, quand ils ont compris, ils ont compris comme AlphaGo, il gagne, là. C'était le silence total dans la pièce. Là. Puis là, le monde a fait comme OK, il se passe quelque chose. Là, genre, mais parce qu'ils ont peur que tout à coup, c'est une vraie intelligence. C'est la singularité. Elle vient de se produire devant nos yeux. Mais tu demandes à AlphaGo de faire autre chose que jouer à Go, mais il ne peut rien faire. Là. Ben non, ça, genre, il ne peut pas attacher des souliers, il n'est pas à cette étape-là de comprendre. Probablement qu'il y aurait moyen peut-être d'aller là. Je ne veux pas discréditer tout ce qu'ils ont fait, mais sa tâche qu'il est capable de faire très bien, expert spécialisé dans ça. Puis comme de fait, le 3e match, je ne me trompe pas, ou le 4e, il a perdu. Parce qu'il y a une stratégie, finalement, c'est comme à retrouver à avoir d'un côté, finalement, c'est juste tu fais des ondes, tu bloques des ondes. Puis il avait bloqué un peu de zone à gauche, un peu de zone à droite, puis il était vraiment, vraiment très large.
Puis il a juste joué au centre parce qu'il comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Puis il a comme perdu, si on veut, le plan global. Puis là, il a juste commencé à jouer n'importe quoi. Puis il a complètement commencé. Il a perdu le match parce qu'il a juste fait n'importe quoi pour le reste de suivant. Fait que c'était vraiment intéressant quand même d'être confronté à ça, là, je pense, de confronter, c'est comme, les mondes ont vu ça comme le choc humanité-robot, mais on était loin de ça. C'est plus On dans était loin un de ça. secteur. Mais on a avait fait peur. un Ça choc. fait partie de nos plus grandes peurs, je pense, que tout à coup... Terminator et compagnie. Oui, c'est ça. Mais Juste HAL 9000. Dans, oui, HAL 9000 dans 2001 l'espace. de l'espace. Mais c'est toujours ça qu'on craint. Fait que je trouve que en jouant avec des mots valises, comme tu dis, intelligence artificielle, c'est sûr que ça aide à aller chercher du financement, mais à long terme, ça peut nuire. Là. C'est-à-dire que oui, tout le monde va avoir le financement si tu dis intelligence artificielle, puis ils vont te garrocher de l'argent d'en face. Mais à un moment donné, il faut juste dire c'est quoi que ça va faire, puis c'est quoi. Parce que je pense qu'il y a des promesses. Déjà, on voit des applications qui sont intéressantes, mais en même temps, il faut être assez réaliste pour pas dire. Il ne faut pas faire peur, puis en même temps, il ne faut pas non plus inventer des licornes. Là. On n'est pas là. Puis c'est pas toutes les compagnies qui sont assez matures non plus pour en faire. On donne beaucoup l'exemple Amazon, Google, Facebook, mais c'est des compagnies techno que ça fait longtemps qu'ils font du traitement de données puis de l'information. Puis là, toi, tu es une entreprise qui n'a jamais juste utilisé des fichiers Excel. Il y a du chemin à faire avant d'intégrer une solution complète. Fait que je pense que tu as raison. Il y a des attentes du marché qui ne pourront pas être réalisées parce qu'il y a un gros pitch des gens qui veulent juste vendre les concepts et veulent aller chercher de l'argent. Mais je pense qu'il y a un clash quand même entre les deux qui pourrait amener à faire mal à certaines personnes. On y reviendra parce que le dernier sujet qu'on va aborder dans cet épisode-là, c'est justement un nouvel hiver. Là, donc, on va en parler un peu plus tard, mais ça fait partie de la réflexion. Nommer l'intelligence artificielle, dire ce que c'est, formuler des attentes, puis éventuellement, on pourrait, ce domaine-là pourrait être jugé aussi à la hauteur de ses promesses inachevées. Là. Donc, on y reviendra un peu plus tard. Deuxième thème abordé par Darwin, qui moi a attiré mon attention, c'est l'idée, donc Darwin parlait de stochastique, probabilisme, contingence, nécessité, en fait pour des philosophes, n'importe qui a fait un peu de philo des sciences, c'est sûr que c'est des thèmes qui font du sens pour nous autres. Je me rappelle d'avoir lu Le hasard et la nécessité de Jacques Monod, là, où tout à coup, tu sembles comprendre quasiment tout l'univers en un seul livre. Là, c'est-à-dire que cette idée-là qui a la stochastique, le chaos, là, il y aurait du sens dans le chaos, ça serait organisé, puis la science servirait à faire un peu de sens dans tout ça. Donc ça, c'est des thèmes que j'aime bien, puis je pense que l'exemple que donnait Darwin illustrait bien ça. Là. C'est-à-dire que là, ça a l'air un peu l'épistémologie, là, ce que je dis, là, mais son exemple était assez éclairant. Il parlait de météorologie, des données hydrauliques, je ne me rappelle plus comment. Hydrologique, oui. Donc, il disait qu'à partir de plusieurs variables, plusieurs données, à partir d'un ensemble de données qui, pour n'importe qui, c'est difficile de faire du sens, voir des patterns, ça semble plutôt chaotique. Tu rentres une intelligence artificielle là-dedans, puis tout à coup, elle est capable de voir certains patterns et faire du sens avec ce que pour nous, ça ne fait pas beaucoup de sens. Vous, qu'est-ce que ça a évoqué pour vous, ces termes-là? Moi, je trouve ça super intéressant parce que mettons qu'on continue avec l'histoire des sciences un peu. La science moderne a fait des pas de géant quand on a adopté un modèle empiriste, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on prend des données discrètes sur le terrain comme ça, puis à partir de là, après ça, on peut penser de l'induction. Ou on fait le contraire, on imagine une théorie, puis à partir de la théorie, on en tire des hypothèses, puis après ça, on les teste empiriquement. Bien là, soudainement, arrivent les données massives. Puis là, les données massives, c'est une autre chose. D'abord, ça saisit un phénomène au complet, pas juste une tranche du phénomène comme souvent on est en train d'essayer de faire. Si je prends un exemple des sciences sociales, puis que je décide de faire une enquête terrain, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, par exemple, un questionnaire, je vais soumettre ça à un nombre de gens, après ça, je vais faire des entrevues semi-dirigées. Puis ce que je vais avoir, c'est comme une photo d'un moment particulier avec tout ce qui influence ce que je suis en train de mesurer, y compris moi-même, si on veut. Quand on rentre dans les données massives, là, soudainement, on a une saisie de données qui peut être en temps réel, de plusieurs sources différentes,
de plusieurs éléments. Fait qu'on est comme, la prétention, c'est d'être capable de saisir tout un phénomène comme d'un coup, si on veut. Puis de le saisir constamment. Puis il y a tellement d'informations différentes qui entrent en ligne de compte puis qui sont calculées par la machine qui peut sortir des corrélations qu'on n'avait pas vues, ce qui fait que c'est comme si même la science passait d'un modèle où est-ce qu'on cherche des causes et des effets à un modèle où on accepte la corrélation. La corrélation commence à être plus importante que la causation, je vais dire ça comme causalité. Ça. Que la causalité, si on veut. Fait que c'est vraiment les données massives, ça fait apparaître cette nouvelle façon-là, si on veut, de comprendre le monde. C'est-à-dire que là, on peut regarder quelle corrélation a du sens pour essayer d'imaginer des nouveaux problèmes qu'on n'aurait pas pu voir avant. Puis je pense que ça, c'est un changement assez important. Mais dans le paradigme, là, peut-être que je me trompe. Il faut voir avec quelqu'un qui a Est-ce que c'est inédit? Est-ce que c'est nouveau? Je pense que c'est un changement d'échelle. C'est plus ça. C'est vraiment, là, je pense, le changement d'échelle. Là, il y a 7, je pense, ou 6 définitions. Là, quand tu veux dire c'est quoi données massives, il y a la vélocité, la variance, le volume. En tout cas, il y en a 2 autres. Il y en a d'autres qui m'échappent. La là, validité. Ouais, ben, tu sais, il y a une couple d'affaires même. Fait que là, tu te retrouves à dire, bon, moi, j'ai un Excel de genre, je sais pas, 600 données, puis 20 variables explicatives. Fait que c'est ça mon information. Je travaille avec. Là, t'es rendu, ça, peut-être ça par seconde. Fait que tu arrives vraiment à un autre niveau, puis là, tes variables, c'est peut-être plus 20, là, c'est 400, 600, 800. Puis là, tu peux avoir une autre source qui en rajoute encore. Puis là, c'est d'être capable de tout joindre ça ensemble, puis de prendre tout ce signal-là, puis d'arriver à un résultat. Puis finalement, c'est d'essayer justement de trouver des corrélations entre les variables, là, qu'est-ce que les modèles essaient de faire. Puis là, tu arrives à un résultat, puis tu es comme, on a cassé l'état de l'art, puis c'est ça, là. C'est cool, mais c'est ça, mais je pense que comme Fred disait, je pense que c'est plus une question d'échelle que vraiment quelque chose d'inédit, parce que c'est sûr que quand on le décrit, il y a quelque chose de magique, on regarde un ensemble de données, puis à la fin, il y a une IA qui fait un peu de sens avec tout ça, mais je dirais que dans l'histoire de la science, c'est un peu toujours comme ça qu'on a évolué, c'est-à-dire que je viens d'entendre mon... Je pense qu'on a des auditeurs. On a des auditeurs, il y a des chats à côté. Ce que j'allais dire, c'est que c'est ça, la science a toujours évolué un peu comme ça, c'est-à-dire qu'elle nous a toujours permis d'accroître un peu le champ du compris, du prévisible, du probable. C'est-à-dire que si on recule, je ne sais pas, si on recule d'il y a 300, 400, disons 1000 ans, tout ce qui était les phénomènes météorologiques, biologiques, physiques, astrophysiques, microscopiques, génétiques, tout ça, ça faisait partie du complexe, du difficile à définir, du difficile à comprendre, du difficile à prédire. Puis tranquillement, la science nous a permis de développer des outils pour mieux comprendre, mieux prédire, évaluer des probabilités, se donner des modèles. Fait que je pense que quand tu parlais d'échelle, je pense que c'est plus de cet ordre-là. Les intelligences qu'on tente de développer, ça nous aide à faire un peu plus de sens avec des ensembles de données qui, pour nous, là, font difficilement du sens, mais c'est une question d'échelle. C'est pas une technique, c'est pas un changement radical, je dirais, dans la science, là, ce qui se passe. Là. C'est juste de nouveaux outils qui nous permettent de voir plus loin, voir mieux, voir plus précisément, prédire. Oui, c'est beaucoup sur ces modèles-là. C'est sur de la prédiction où est-ce qu'on se concentre. Puis l'idée c'est beaucoup aussi soutenu par le commerce. Tu sais, par exemple, je pense que en 2014-2015, Walmart a pris ses données. Puis Puis les données de Walmart, c'est je ne sais plus combien de données. Là, j'ai vu le chiffre, là, mais je ne pourrais pas l'exprimer. Pétabit, pétaflop, je ne sais pas. C'est une quantité importante. C'est une quantité épouvantable de données qui viennent de plusieurs sources. C'est pas juste des données d'achat sur le slip de vente. Ce n'est pas juste une question d'inventaire. Ça vient d'un paquet de sources différentes. Puis, ils ont passé une solution d'intelligence artificielle là-dedans, que je ne pourrais pas décrire, évidemment. Puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait, avec un type d'achat, il y avait toujours un autre type d'achat qui se présentait. Ils ont juste fait apparaître la corrélation, puis ils ont décidé qu'ils poussaient sur leur tablette, qu'ils allaient mettre le nouvel objet qu'ils venaient de découvrir à côté de l'achat, ce qui a augmenté les ventes de 16 pour ces objets-là, sans aucun effort de marketing, rien. Là. Ils ont juste
Ils ont juste analysé ce qu'il y avait comme données. De la valorisation de données pure et dure. Puis, tu sais, c'est des données qui entrent constamment. Là. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste de dire dans le temps, à telle période, il s'est passé telle affaire. Il y a une trajectoire, puis la trajectoire est soutenue depuis longtemps, puis ça revient, puis les données sont tout le temps là, puis sont tout le temps produites. Puis ce que ça nous dit, c'est qu'on peut prendre cet objet-là, le mettre à côté de l'autre, puis c'est comme ça que ça va générer des ventes tout seul. Puis c'est exactement comme ça que l'algorithme de Netflix ou d'Amazon, pardon, fonctionne. Amazon, ils ne prennent pas le temps de faire des personas puis de faire des enquêtes de marketing pour savoir quel livre on veut lire. Ça va être beaucoup trop long et non, dispendieux. Ils font juste profiler vaguement ça, ce qu'on aime, puis l'algorithme génère des corrélations, puis il nous pousse les... Fait que c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on n'est pas dans l'ordre des grandes questions de sens, puis c'est quoi notre place dans l'univers, puis comment les étoiles naissent et meurent. Là, on est dans quel gréement on peut mettre à côté de l'autre gréement pour maximiser une vente. Puis c'est ça que... Moi, c'est là où est-ce que je deviens plus, je dirais, critique par rapport à ces choses-là, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire... On a là un outil qui est fameux, là, qui pourrait servir à faire plein d'affaires. Puis ils s'en servent pour vendre des cossins. Ils s'en servent pour vendre des cossins. Ben, je pense que c'est ça qui est... Parce que, tu sais, dans cette réflexion-là, j'essaie toujours de voir est-ce qu'il y a des questions éthiques inédites qui se posent avec l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est pas juste des vieilles questions qu'on se pose qui sont juste mises au goût du jour par cette technologie-là, ou est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment radical qui nécessite une réflexion différente? Là? Parce que dans ce scénario-là, à quelque part, probablement que l'autre bien que les gens achetaient avec le Walmart, c'était quelque chose qui allait bien avec, j'imagine, avec cet objet-là. Mais tandis que si, mettons, on me forcerait par du marketing à acheter des biens que j'ai pas besoin, c'est là que j'ai plus un inconfort. Tandis que souvent, il y a des associations, je pense, qui vont, tu sais, ketchup puis genre le pâté chinois, mettons. Tu sais, genre, ce genre d'association-là que tu dis comme, anyway, ça va bien ensemble. Mais si, genre, t'achètes une affaire, puis j'essaie de te forcer dans la gorge bien solide avec du marketing, que tu as besoin là pour ça. C'est là, moi, je pense que j'ai plus un inconfort. Mais je pense qu'il y a un danger avec cet outil-là, qu'il faut pas que ça devienne un genre de open market, de genre, on va tout vous pitcher dans la gorge, puis on va peut-être nous acheter. J'ai une question là-dessus, justement. Les données massives puis la capacité de les analyser, c'est pas donné à tout le monde. Là. Je veux dire, il ne doit pas en avoir tant que ça, des jeux de données massives qui traînent. C'est surprenant. Disponible, il y en a quand même, des assez massifs. Privé, tu en as encore souvent accès à plus. Puis là, la notion, c'est quoi, c'est où la barrière du massif, là, genre, c'est où ta limite de ça. Mais, tu sais, mettons, là, le meilleur exemple, ils ont sorti dernièrement un nouveau modèle, là, je pense que j'en ai déjà parlé de GPT, là, qui est finalement un modèle de langue qui a sorti par OpenAI. Là, ils ont sorti GPT-3, là. Là, ils ont step up encore. Là, ils ont fait OK. Là, on a besoin d'avoir. Le dataset au début, c'était comme, me semble, de mémoire, 40-50 gigs là, de texte. C'est quand même gros. Là, ils ont augmenté x10. Ils ont littéralement scrapé le web au complet quasiment. OK? Mais ça, ces données-là, c'est quand même relativement accessible. Scraper Wikipédia, tu peux à peu près avoir ça, là, ces données-là. Puis il y a un portail que tu peux aller chercher, ce jeu de données-là. Là. C'est quelque chose comme 400 gigs. Là. De texte. Okay. C'est énorme. C'est énorme. Okay? Juste de mettre en image, c'est énorme. Là. Genre, moi, je travaille avec des 1 gig, puis j'ai de la misère à gérer ça. Fait que, c'est complètement genre un autre univers aussi, puis c'est pas accessible. Là. Je pense que c'est un point, nous autres, beaucoup de mes collègues, on est tout ce qui est NLP, là, le texte. Il y a des joueurs, moi, il y a des zones que jamais j'irais faire de la recherche là, parce que les joueurs, là, c'est pas du tout accessible pour moi. Genre, moi, j'ai mon petit ordinateur qui peut faire ça, puis eux autres, c'est un data center qui sont capables de faire ça. Ils ont calculé, là, l'entraîner coûte 4,5 ou 5 millions, je suis sûr. Pendant un an, si mettons, moi, je prends moi, qu'est-ce que j'ai? Il faut que je le roule pendant 55 ans, là, ou dans le sens, on ne s'assurera pas pour une couple d'années, mais c'est à peu près ça. 24, 365 jours par année, puis ça me coûterait quelque chose comme 4,5 millions. Mais c'est une démesure. Là. C'est une démesure, mais ça revient encore à une question d'échelle. C'est pour ça que je trouve que cette réflexion-là, j'essaie de la faire, là, la réflexion sur l'intelligence artificielle, l'éthique, tout ça. Pour moi, ce que tu décris là, c'est sûr que c'est impressionnant, mais c'est juste quelque chose qu'on faisait déjà, stocker, calculer, prédire, mais à une échelle qu'on n'a jamais encore faite. Effectivement. Est-ce que le fait qu'on a atteint cette échelle-là, est-ce qu'on a atteint un point de rupture qui là, nécessite de réfléchir autrement à ces technologies-là, ou c'est juste une technologie extrêmement puissante qui ressemble à celle qu'on connaissait déjà? C'est la grosse critique qu'il y a eu sur ce modèle-là, d'ailleurs. Moi, je n'ai pas tout lu l'article, j'ai plus lu un rapport technique sur ça. Puis la personne, ça qu'elle a dit, parce que
Ils sont pas capables exactement de savoir combien il y a de paramètres qu'ils ont. Ils l'ont estimé parce qu'il est juste trop immense. Puis, il y a eu beaucoup des gens qui ont justement relevé des points comme, tu sais, je pense qu'on a atteint la limite. On peut-tu arrêter de faire ça? Là? C'est pas intéressant. T'sais. Moi, il y a un chercheur que je suis, puis c'est pas mal à peu près tout le temps sur du cours. Quand il y a sa sortie, c'est genre comme, un autre hyper paramètre. Tu sais, c'est quelque chose comme 182 milliards de paramètres. Là. C'est un chiffre tellement immense que tu es comme, c'est quoi l'utilité de ça? C'est trop. Puis comment on peut contrecarrer ça? Puis là, finalement, eux autres, ils appellent ça, c'est une loi Power Law. Là, finalement, c'est toujours une puissance qui augmente, puis qui augmente, puis comment. Fait que, si on veut atteindre, parce que là, on n'est pas encore au niveau de l'humain en termes de nombre de cellules, fait que, nombre de neurones, je veux dire. Fait que si on essaie d'atteindre le nombre de paramètres par rapport à celui de l'humain, ben voici qu'est-ce que c'est. On est capable de faire une tendance, une courbe de tendance, puis c'est pas mal ça qui est sorti d'intéressant. Puis le but, c'est d'avoir autant de neurones qu'une neurone artificielle. Je sais pas c'est quoi leur objectif. Moi, je pense que là, c'est là la critique va falloir qu'on se dise, est-ce qu'on continue sur cette voie-là ou on cherche n'est pas d'autres capable, choses? il me semble qu'on génère tellement de données qu'on n'est pas plus capable d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, la black box, là, on n'est pas encore... Tu sais, on arrive à des résultats, des prédictions. Tu sais, ça m'amène au troisième thème soulevé par Darwin. Ça va revenir, là, on gère de la donnée, on génère des outils qui vont éventuellement aider à la prise de décision. Donc, on arrive avec des prédictions, mais en même temps, on n'est jamais capable de retourner dans le processus qui a généré ces rapports-là. Je ne sais pas trop à quelle forme ça ressemble, mais pour comprendre c'est quoi qui se cache derrière tout ça. Quand on a des intelligences artificielles qui travaillent comme ça, là, en vase clos, derrière leur, je sais pas, derrière l'écran, je vais le dire comme ça. Je me semble de me mettre à la place d'un décideur là, qui me fait fournir des rapports dont plusieurs seraient générés par des intelligences artificielles comme ça. Si je ne suis pas capable de comprendre 1% de ce qui se passe en dessous de ce rapport-là, je veux pas juste savoir la prédiction, je veux être capable de comprendre d'où elle sort, cette information-là. Non? Mm-hmm. Donc, c'est ça que Darwin nous aborde dans ce troisième thème. Pour Darwin, le défi, c'est de produire des données, mais surtout faire parler des données, leur faire produire des informations qui sont utilisables pour le décideur. Je pense que c'est ça le défi, là. Utilisable, pas juste lui produire de l'information puis dire vas-y, mais quelque chose qui serait utile. Donc, développer des outils d'aide à la décision pour, là ici, il nommait politiciens, gestionnaires, responsables de sécurité et santé publique, tiens, pour reprendre un thème à la mode. Donc, pour lui, c'était de fournir éventuellement des données sur les risques météorologiques. Tiens, c'est dur à dire météorologique. Non, c'est pas si dur que ça, finalement. Ça a l'air plus dur dans le dernier podcast, par contre. J'ai écouté, je pense, ça a pris 3-4 fois, là, puis il t'a repris, je pense, puis là, ça a fonctionné. Là. Ah oui, c'est vrai. Bon. Il me semble que c'est à peu près ça. Là. Mais c'est ça. Donc, le troisième thème, je dirais que c'est comment on peut se fier à des données, des prédictions dont on ne comprend pas trop l'origine, le processus de construction. Je me mets à la place d'un décideur. Si on prend son exemple avec les données hydrologiques, il arrive une prédiction, il dit « Fais attention, il y a 90% dans en ce moment là, qu'il y a une rivière qui sort de son lit. » Qu'est-ce que je fais avec ça comme décideur si je ne sais pas trop comment que l'information est générée? On me dit que c'est des outils, mais je ne sais pas. Je pense que j'aurais de la misère à dealer avec de l'information dont je ne comprends pas trop la provenance, la fonction. Moi, si j'étais un décideur qui était aux prises avec ça, je ferais confiance aux experts. Là. Quand même, on ne peut pas tout savoir dans la vie, puis c'est bien correct. Là. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a des ingénieurs derrière de ça, il y a des scientifiques. Moi, j'aurais tendance à leur faire confiance, mais comme décideur, là où je voudrais avoir droiticité ou un regard, c'est comment ça a été conçu, à quel problème on cherche à trouver un résultat, c'est quoi les limites de l'application. C'est ce genre de questions-là qui viennent en amont, parce que c'est des modèles. Les modèles, c'est pas la réalité. Fait que l'idée, c'est ça, au moins comprendre d'où vient le modèle, comment ça a été réfléchi, comment ça a été pensé. Fait que, moi, je pense qu'il y a
il y a sans doute peut-être une éthique du développement qui pourrait être développée. C'est-à-dire, on ne va pas essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font, les scientifiques, quand ils produisent la machine, mais on va essayer de comprendre comment ils réfléchissent le problème auquel on essaie Au de trouver une moment où solution. ils conçoivent Ouais, c'est ça. la machine, parce que les exemples de biais, des biais catastrophiques, là, tranquillement, qui ont été injectés dans les données, puis à la fin, on se sert de données, comme j'avais vu l'exemple avec du tri pour des candidats, là, quand il y avait instauré Amazon. un système... Mhm. Amazon, c'est ça. Puis il triait, l'intelligence artificielle avait fini par copier les biais de ceux et celles Des ressources humaines qui jugeaient avant, puis si bien que l'intelligence artificielle avait même fini par comprendre, à la lumière des données qu'elle avait, que finalement, c'était peut-être mieux d'engager des hommes, parce que les données ce qu'elle voyait à la lumière des données, c'était surtout des hommes. Donc, elle a fini par éliminer systématiquement les femmes de son pool en se disant, mais de toute façon, on le voit bien, il y a une tendance, ils choisissent surtout des hommes, on va choisir des hommes. Mais Là, tu sais, c'est là qu'on a parlé un peu. Je pense que c'est des mathématiques, beaucoup, ces affaires-là. Puis ça, c'est des probabilités. Fait que, tu sais, il est là le problème. Si on essaie de mathématiquer quelque chose alors qu'on veut enlever des biais dans ça. Là. Fait que, je pense que beaucoup maintenant, on essaie de mathématiser la vie là, autour de nous. Je fais partie de ces gens-là qui, pour moi, les maths, j'aime bien ça. Mais je pense qu'il y a une limite. Puis ça, c'est vraiment une limite où est-ce que là, c'est comme l'aspect humain qui doit remplacer certaines zones puis dire comme oui, t'as raison. Mais non, c'est pas correct comme choix quand même. Tu sais. ben, c'est ça. À la fin, ça prend quand même. C'est ça. À la fin, ça prend quand même quelqu'un pour juger, exercer un vrai jugement, j'allais dire authentique, là, mais là, c'est plus de l'ordre de l'humain. Là. Un humain à la fin qui dise je comprends ce que l'intelligence artificielle essaye de faire, mais en même temps, il faudrait prendre autant d'hommes que de femmes. Là. Il y a un principe d'équité. C'est ça, Puis c'est pas l'intelligence, moral, elle ne là. comprend pas là, ce qui se passe. Là. C'est pas ça qu'on veut. Donc, à la fin, ça prend quand même un jugement. On ne peut pas développer seulement un système où on pourrait... Je pense que c'est ça le principal danger, c'est la délégation du jugement, là, de se dire, ben, tu sais quoi, l'embauche, c'est simple. On regarde le rapport qui est produit par cette intelligence artificielle-là, puis on embauche selon le rapport. S'il n'y a pas d'exercice du jugement, une automatisation comme ça là, de quelque chose qui avant était confié à un jugement humain, là, il y a peut-être un danger là, d'automatiser à ce point-là. Oui, bien déjà, l'automatisation, il faut se poser un certain nombre de... En fait, je recommence. Il faut que je rétro-pédale un peu, parce que quand c'est des enjeux comme ceux de Darwin, qui sont des enjeux physiques, là, naturels. Là, Ouais, comme le glissement de terrain qui parlait. C'est ça, exact. L'automatisation est intéressante. Exact. Ça peut être intéressant. Mais quand on est dans des enjeux humains, comme par exemple des CV, quand mettons L'Oréal. L'Oréal, il faut qu'il gère 1 million de CV par année. C'est juste too much. Il n'y a aucun conseiller en ressources humaines qui peut faire ça. Il faut que ce soit géré d'une manière automatisée, d'une façon ou d'une autre. Fait que le système qui sert à gérer les CV de L'Oréal, ça sert précisément à discriminer les CV. On enlève les mauvais CV. Parce que le bon CV ou la bonne candidature, c'est qualitatif. Puis ça passe pas dans Machine SC6. Fait que l'idée, c'est comment je modélise, c'est quoi Un bon CV. un bon CV ça. pour qu'il puisse être conservé, ou comment je modélise un mauvais CV. Puis là, tu peux faire plein d'erreurs. Dans le cas d'Amazon, ben, c'est juste qu'ils ont pris la banque des CV qui existait déjà, puis ils ont travaillé à partir de ça. Puis il y avait plus d'hommes en dedans, fait que la machine a juste identifié que performance, une des variables de performance, un des facteurs de performance, c'est d'être masculin. Puis On aurait Déjà, probablement à eu la base, même chose pour la race là, si on avait C'est fait ça, là. C'est ça. Déjà là, à la base, il y a un problème, je pense, de modélisation du problème. Là, dans les variables, moi, j'aurais dû tout enlever cette variable-là. Là. Ben oui. Puis là, qu'il l'ait pas faite, mais là, peut-être qu'il a réussi à inférer le nom, par contre, par rapport au nom. On ne sait pas non plus, là, peut-être que j'ai écrit ça un peu Peut-être. sévère. Là. Peut-être que ça a été enlevé, mais il y a des noms qui Ça a sont été plus enlevé, fortement masculins. Puis là, lui, il a juste fait. féminin. Il n'a pas compris que c'est féminin, mais juste fait comme les types de noms qui finissent comme ça. Ou il y a des mots qui sont utilisés plus par les gars pour se décrire que par les effectivement, femmes, là, mettons. Peut-être. Ouais. Mais tu sais, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. C'est comme Darwin a parlé de faire parler les données. Ça aurait dû servir à ça, ce projet-là, en premier. Faire sortir les données, dire hey, on a remarqué qu'on a souvent plus d'hommes. Les hommes vont dire plus souvent ces mots-là. Puis là, ben, tu essaies de contrecarrer ça en ST. C'est là que ça En peut devenir ajustant intéressant. ton modèle. Exactement. Puis c'est là que... Mais c'est bien en amont. C'est ça qui est intéressant. C'est que les questions éthiques, ils viennent bien en amont. Comme disait Fred, c'est au moment où tu conçois tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ceux qui conçoivent ça n'ont pas nécessairement de formation, parfois même pas d'intérêt envers ces questions-là. Là. Ils sont souvent aussi en impunité de leur action. Oui, c'est Je ça. pense pas que ces gens-là se sont fait taper ses doigts. Là. Je ne suis pas convaincu. Là. Peut-être qu'il y en a eu un ou deux, peut-être, chez Amazon, à l'intérieur d'Amazon, mais à part de ça, il n'y a rien d'autre. Là, Non, parce que j'imagine que la philosophie du « moi, je suis là pour coder »,
puis ça arrête là. C'est ça, là. Ça se limite à ça. C'est pour ça qu'on a besoin de cours d'éthique. Ben, en tout cas, moi, c'est ça. Dans ma paroisse, On va prêcher pour sa paroisse. dans ma paroisse, on prêche plutôt pour ça, mais c'est pas simplement une question égocentrique. Là. C'est plus que je pense que ceux qui sont les plus à même de penser ou de saisir les enjeux éthiques importants, c'est ceux qui sont en train de concevoir l'outil, et non pas les philosophes comme moi qui essayent de penser ou de comprendre après. Après, il me semble, les questions sont plus simples. Là. Voyons, c'est un biais, ça n'a pas d'allure, puis on s'insurge contre ça, puis ça n'a pas d'allure, puis on devrait corriger ça, puis il y a des gros problèmes éthiques. Mais c'est avant. Il faut que ça sorte, il faut qu'il soit formé. Parce que celui-là qui est en train de concevoir, moi, j'avais travaillé sur les reproduction in vitro à l'époque. Là. Puis ceux qui posaient les questions les plus intéressantes, c'était les scientifiques qui étaient en train de créer dans des éprouvettes des futurs humains. Là. Quand ça a sorti un peu plus tard, on était déjà habitués à ça. Les questions avaient déjà été posées par des scientifiques qui ont levé le flag, ont posé des questions. C'est pas nécessairement les philosophes qui sont les plus intéressants dans ces moments-là, surtout dans des technologies de pointe. C'est souvent ceux qui ont les deux mains dedans, là, qui voient ce qui se passe, qui voient les problèmes. Puis pour ça, il faut au moins qu'il y ait des opportunités d'en parler, d'en discuter pour saisir. Tu sais, il me semble que deux programmeurs ensemble, ils doivent le dire à un moment donné. Hey, ça n'a pas de bon sens. Je pense c'est ce qu'on est en train de développer là, de programmer. On a parlé un peu off-cam là, aussi. L'humain est très bon pour rationaliser aussi l'irrationnel, là, dire pas si pire que ça, là, ou que tu as juste une vision très, 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 très pointue sur une chose. Puis quand tu mets en perspective, c'est comme, bon, ben on vient de faire un thing, guy. Genre, c'est très bon. Dieselgate, c'est le meilleur exemple de ça. Là. Le boss a très bien réussi à segmenter. Il n'y a aucun programmeur qui a réussi à comprendre, en tout cas, du moins, ça, c'est qu'est-ce qu'ils disent devant la cour, qu'il était en train de frauder littéralement les nombres d'émissions qui étaient faites. Parce qu'il n'y avait pas de portrait d'ensemble. Il n'y avait pas de portrait d'ensemble, c'est ça. Ils étaient chacun parcellarisé, concentré à faire leur petite tâche sans nécessairement comprendre. C'est un peu l'approche sprint aussi qui est très pris en informatique. C'est une seule petite tâche à faire. Fait que tu peux tout segmenter le problème puis tu n'as pas de vision d'ensemble de qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est le nouveau taylorisme numérique. On segmente tout puis il y a un avantage à ça parce qu'on peut mieux produire, mais il y a un désavantage, je pense. Il y a un désavantage parce que l'humain qui est capable d'exercer un jugement, ça lui prend au moins une façon de saisir un peu l'ensemble pour vraiment juger moralement de ce qui se passe. C'est sûr, quand je suis en train de programmer, je regarde, il n'y en a pas d'enjeux moraux là-dessus. Je suis en train de programmer, il n'y a rien. Mais il faut prendre quelques pas de recul. Sinon, dans ce cas-là, peut-être plusieurs pas de recul pour comprendre dans l'ensemble à quoi ça sert, comment ça a été produit. Donc, il y a des questions qui se posent bien en amont de tout ça. Là. Moi, je pense aussi qu'il y a une responsabilité du côté des formateurs. Je pense à l'université et compagnie, cégep, puis même DataCamp, puis en ligne, tout. Oui, c'est ça, exact. Puis je pense aussi au département pour aux facultés de sciences sociales puis sciences humaines. Ils ont un besoin de former les esprits à ces questions-là. C'est ceux qui étudient puis qui vont diplômer en sciences sociales puis en sciences humaines ont un mot à dire dans cette nouvelle économie-là, si on veut. Puis je pense qu'il faut qu'ils fassent les pas de commencer à comprendre comment ça fonctionne, de commencer à comprendre c'est quoi cet environnement-là, de quoi on parle quand on parle de sprint. Parce qu'il faut le dire quand même, là, on a souvent tendance dans ces domaines-là à lever le nez sur les approches productives. Là, oui. Puis, en tout cas, à mon avis, s'ils veulent entrer dans ces institutions-là, puis je pense qu'il faut le faire absolument, là, ça va passer par une formation qui est adaptée. Puis ça, même chose aussi de l'autre côté, je pense. Tout à fait. De mon côté, moi, l'éthique, c'est venu à ma dernière session de mon bac de 3 ans, puis je peux te dire qu'on était rendu, je m'en fous, moi j'ai le pied dans le fond, puis je suis du control. Mais c'est ça la réalité. Puis j'ai des collègues, tu as vu très négativement ce cours-là, puis il n'y en a pas beaucoup qui ont vu ça de façon positive. Puis alors que c'est quelque chose qui devrait être du début de ta formation, devrais-tu t'introduire à ces concepts-là dans chacun de tes cours, une petite granule, puis là, à la fin, on fait un wrap-up de tout ça, puis on dit, tu vois-tu, là, t'avais fait ça, là, tu sais? Mais plusieurs, je pense, des formations, je pense que c'est lié aussi à la structure des universités là, qui nous confine chacun dans notre champ disciplinaire, puis après ça, on se surprend que les disciplines ont de la difficulté à discuter entre elles. C'est-à-dire, tu sais, moi, je suis dans mon pavillon, puis on jase d'éthique, puis dès que ça sort de là, c'est jugé de haut, c'est de la science, c'est de la technique, c'est de l'économie, c'est du...
Alors que si tu vas en sciences, de la même façon, c'est de l'éthique, j'en ai rien à faire, de la philo, j'haïssais ça au cégep, puis blabla. Alors que les vrais problèmes, quand tu te mets à réfléchir sur un problème concret, scientifique, on le voit bien, là, pour le saisir complètement, pour faire du sens de tout ça, il faut que tu puisses dans plusieurs sciences. Là. On parle d'éthique, on parle d'économie, on parle de gestion, on parle de philo, on parle d'ordinateur, on parle de probabilité, on parle de maths, on parle de... Ça prendrait peut-être, là, il y a certaines universités aux États-Unis, je pense au MIT, entre autres, où on crée non pas des facultés, là, mais des départements ou des... comment ils appellent ça? Il y a l'Institut du cancer, où tout à coup, là, tu regroupes les chercheurs, non pas en fond. Ça prendrait ça, là, à quelque part, un institut où tu regroupes plein de chercheurs qui font de la recherche sur l'intelligence artificielle en ce moment. Et non juste ensemble, faire là. l'informatique, mais faire l'informatique, l'administration, de la gestion. Et tu les tout regroupes ça. ensemble pour qu'ils puissent discuter ensemble de leur... Parce que là, ce qui se passe, c'est que chacun est dans son pavillon, chacun est dans son champ disciplinaire, puis après ça, on se fait un colloque de temps en temps pour comprendre qu'on ne comprend pas grand-chose à ce que les autres vont dire, alors que un vrai laboratoire, un endroit où tu peux discuter ou faire des vraies collaborations, c'est dans ces moments-là, là, dans une discussion comme on l'a, où on peut essayer de comprendre un peu ce que les autres sont en train de nous raconter, là, au lieu d'être pris au sens propre et figuré là, derrière nos murs ou dans nos hautes tours d'ivoire, dans mon cas, c'est vraiment une tour. C'est vraiment une tour, la tour des tourmentés. Hein. Philo, Théo, psycho. Ah oui, la tour des tourmentés, c'est vrai, ça ressemble à ça. Mais tu sais, ça prend aussi une institution qui structure ça un peu. Tu sais. J'avais une discussion avec Martin Gibert qui vient d'écrire un livre. Là, je fais promo, mais bon, il n'est pas là, fait qu'il n'y a aucun intérêt pour nous autres ici. Sur la morale des algorithmes? Faire la morale au robot, là, une introduction à l'éthique des algorithmes. Voilà. Puis il y a une idée qui a amené dans notre discussion que je trouvais bien intéressante. C'est-à-dire que s'il y avait un audit qui avait lieu, c'est-à-dire l'intérêt de travailler dans le numérique, ou en tout cas avec des solutions d'intelligence artificielle ou des systèmes d'intelligence artificielle, c'est que, par exemple, avant Amazon, avant de déployer l'outil, il aurait pu le tester puis le passer à un audit avec du monde en sociaux, en sciences sociales, humaines, peu importe. Il aurait pu juste tester la machine sans causer de problème. Ouais. Il aurait pu avoir un audit avant de le déployer. Puis ça pourrait devenir, si on veut, une obligation, exactement comme il y a des audits pour des devis en génie civil, en comptabilité. N'importe quoi. Juste un audit, tu l'as à la machine. C'est vraiment intéressant comme idée. Ben ouais, c'est ça. Puis ça, s'il y avait cette institution-là qui créait une espèce d'espace où on pouvait en discuter de manière interdisciplinaire, par exemple, je pense que ça aiderait beaucoup. Oui, c'est ça. Mais créer des vrais lieux interdisciplinaires et non pas... Où c'est-à-dire que les gens parlent ou communiquent ou collaborent pour de vrai et non pas une fausse interdisciplinarité où on les met en collaboration, ils ne se parlent pas, ils écrivent chacun de leur côté, puis on se dit, ben oui, c'est ça la pluridisciplinarité. Non, il faut vraiment créer des lieux concrets, là, réels. Là. Mais c'est pas facile parce que ça se développe beaucoup dans le privé, par les écoles de commerce, entre autres, ce genre de choses-là, tu sais. Fait que là, avoir quelqu'un qui est en philosophie ou en sciences sociales ou, par exemple, en éthique des algorithmes qui vient soudainement mettre son grain de sel, puis il va falloir qu'il soit payé, là. Il ne va pas travailler gratuitement, là, cette personne-là. Là. Ça, c'est difficile. Pourtant, j'ai l'impression que ça pourrait créer tellement d'opportunités là, parce que des fois, tu fais juste aller dans un autre secteur, tu parles de qu'est-ce que tu fais, ils sont comme on n'est pas tout rendu là, puis ça crée des opportunités, puis là, boum, ça peut faire de la recherche. Il y a plein d'affaires, me semble, qui pourraient sortir de là. Mais ça devrait être un automatisme plutôt qu'une friction. Là. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a une question de langage. Il faut apprendre un petit peu le langage des affaires. Oui, puis, ça demande un travail, là, mais je pense que... C'est un travail de traduction, souvent. C'est ça, là, tu sais, puis je crois, du moins, là, aujourd'hui, là, les étudiants, moi, quand je parle à des étudiants, c'est que si tu n'arrives pas à vulgariser qu'est-ce que tu fais, ben bonne chance sur le marché des affaires, là, parce qu'on est dans un monde où est-ce que c'est pas difficile, c'est complexe, puis pour ça demande plusieurs personnes qui vont parler ensemble, puis il faut que vous parlez le même langage. Puis de champs disciplinaires exactement, parce qu'ils vont essayer de résoudre le même problème, et non pas... Avec des aspects différents. Et non pas de prendre un problème complexe, puis juste prendre la partie du complexe que toi, tu comprends avec ton expertise. Et après ça, c'est de fitter ça là-dedans, puis de patcher ça avec du tape, ça là. Marche pas. Ça marchera pas, ça. Tu mets les bons petits mots avec du hype dedans. C'est ça. Faut que tu parles de ROI, puis... Exactement. Je comprends pas qu'est-ce que ça dit, mais c'est pas grave. Lui, il est expert, on se parle. C'est ça. On se parle, on a l'air de se comprendre, on devrait se comprendre. Vous devriez employer quelqu'un qui est en philosophie et en relations industrielles parce qu'il y a un ROI vraiment fameux quand il y a le temps de parler d'épistémologie. Ça va être vendeur. On va être vraiment vendeur. C'est sûr que c'est moins sexy comme mot, là. 4e thème abordé par
par Darwin, en fait, je l'ai annoncé déjà en début de discussion, c'était... moi, je lui demandais à quoi ça va ressembler, l'intelligence artificielle, bientôt. Ça s'en va le futur, surtout pour lui. Il est en train de partir en business avec tout ça. Est-ce que le futur s'annonçait bon pour lui? Puis, donc, la réflexion, c'était est-ce que l'intelligence artificielle est en croissance en ce moment? Est-ce que c'est stagnant? Est-ce que c'est en décroissance? Est-ce qu'on doit s'attendre à un nouvel hiver en intelligence artificielle? Il y a cette expression-là. D'ailleurs, voyant l'expression hiver, je me suis dit, je vais chercher des titres là, dans des articles scientifiques ou des articles déjà produits où on dirait Winter is coming là, pour faire un clin d'œil à Game of Thrones. J'en ai trouvé 20, puis j'ai arrêté de les lire. Je me suis dit, bon, c'est pas une idée vraiment originale. Là. Il y en a plein qui ont pensé à ça. En tout cas, si ça vous tente, je vous le dis, là, il y en a plein qui ont déjà choisi ce titre-là pour leur article. Donc, il nous parle de ça, l'hiver, la fin ou la décroissance en intelligence artificielle. C'est pour quand? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pour lui, ce qu'il avait l'air à dire, du moins c'est ce que j'ai compris, ça semblait plutôt stagnant pour lui en recherche, puis en croissance pour ce qui est plus du privé, des applications, développement, économie, tout ça. Transfert de connaissances, beaucoup qui parlent. Qu'est-ce que vous pensez de ces conclusions, ces prédictions? Je pense qu'il y a une moitié que je pense qu'il a raison. L'académique, je pense qu'il y a des secteurs que on commence à atteindre un certain plateau. Le supervisé a atteint à peu près les capacités qu'il était capable de fournir. Puis c'est pour ça que maintenant, on s'en va plus vers du transfer learning. Puis tu sais, des approches qu'on ne s'intéresse plus nécessairement à une étiquette, mais on s'intéresse à comprendre un comportement dans son ensemble ou à avoir un agent qui apprend, comme du reinforcement learning, qui est finalement un agent qui tente. AlphaGo est le meilleur exemple de ça, c'est du reinforcement learning. C'est un agent qui prend des actions et qui essaie d'avoir un objectif global sur une longue période. Ouais. Fait qu'on, de plus en plus, la recherche va tendre vers ça parce que les étiquettes, on a commencé beaucoup à atteindre des maximums qu'on est capable d'atteindre, qui étaient théoriques. Là, on le savait qu'on allait atteindre un niveau, mais là, il faut qu'on commence à aller tirer ailleurs. Puis probablement que ces zones-là à étiquettes vont se transférer vers le business layer, puis que là, la recherche va aller porter vers d'autres choses pour essayer de le transférer. En tout cas, c'est mon impression actuellement. Là. Ouais, moi, je pense qu'on est dans une phase d'accélération au sens où ça sort des laboratoires. Ouais. Puis là, ça tombe dans les mains de la business. Puis c'est là, paradoxalement, où peut-être que la recherche va ralentir un peu, je peux pas dire, là. Mais dans le monde des affaires, moi, je pense qu'on s'en va vers un pic, mais un pic surtout dans les promesses de rendement, qu'est-ce qu'on va te donner? De rendement, de prédiction, d'analyse prédictive, en tout cas, beaucoup, puis de marketing. C'est comme un... Ouais, je pense que c'est ça. Il y a comme 4 secteurs. Là, il y a comme réalisation, je te promets des choses, je pense pas que je vais les avoir. Marketing, je vais le vendre comme il faut. Puis il y a aussi acceptabilité, là, aussi des solutions, là, parce qu'il y a des gens qui pourraient perdre leur emploi de ça. Fait que comment on met ça en place. Puis je pense aussi la maturité d'une entreprise pour accepter ce genre de solution-là. Oui, c'est ça. Fait qu'il va y avoir des accélérations là-dessus. Il y a beaucoup de postes qui vont probablement disparaître parce que les tâches vont être automatisées plus rapidement qu'on pense, en fait. Puis là, l'idée, ça va être de dire, est-ce qu'on a le temps de requalifier ces gens-là ou est-ce qu'on va créer une nouvelle économie, donc un nouveau secteur d'économie? La dernière fois, on est passé vers le secteur de services. C'est que là, on va aller où? Ceux qui sont dans le secteur de services de base, là, qui gèrent de l'information, là, remplir des formulaires, répondre aux clients, ce genre de choses-là. Tranquillement, pas vite, la première ligne va être automatisée un peu partout parce que ça va devenir accessible. Puis là, on va voir les enjeux sociaux plus de ces systèmes-là. Fait que ça se peut que du point de vue académique, il y ait un ralentissement ou que ça se tourne vers quelque chose qui n'a pas encore d'application que la business peut saisir. Ou plus complexe aussi, plus majeur. Plus complexe, puis qui va demander d'autres types de matériel aussi. Là. Puis le Big Tech, évidemment, là, eux autres sont dans une classe à part. Fait que c'est difficile d'en parler. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Mais sur le quotidien, on rentre dans la phase, je pense, d'accélération où est-ce que là, ça va rentrer dans tous les commerces parce que ça va devenir très, très accessible. Mm-hmm. Mais il faut que ça livre faut qu'il y ait de bons résultats aussi. Là. Mais donc, c'est là, ça rentre. On le voit que ça rentre. Résultats, Comment? Juste croire qu'il y a des bons résultats. Puis ça dépend de ta définition de bons résultats. Pour moi, mettons, académique, des fois, je regarde des affaires, je suis comme, ça, c'est
super facile. Je vais donner un exemple. Présentement, je travaille sur un projet, c'est en droit, sur l'intelligibilité du droit. On travaille finalement de rendre le droit plus compréhensible pour le commun des mortels. Tu prends, mettons, des primitifs qui sont des rapports de cours qui sont finalement juste comme... Des verbatim. Pas des verbatim. C'est des Il y a une partie résumés, verbatim, mais la partie nous autres qu'on s'intéresse, c'est les résumés. Genre, il a déclaré coupable à tel chef d'accusation, puis tu lis ça, puis t'es comme, ouais, qu'est-ce qui est écrit? Puis on travaille des avocats, ils comprennent rien non plus, tu sais. Puis là, ben, c'est comment on prend ça. Moi, je regardais ça, j'ai fait des petits scripts, des petites affaires bien normales, des règles. Finalement, pas du tout d'IA, là, juste une règle. Puis eux autres, ils capotaient, là, qu'est-ce que je faisais. Mais pour moi, j'ai pas du tout atteint qu'est-ce que moi je pensais, mais pour eux, je viens de changer leur monde. Fait que c'est toujours de voir mettre en perspective c'est quoi l'avancement par rapport au groupe que tu t'intéresses, par rapport à moi, c'est quoi mes objectifs. Puis j'ai l'impression qu'il y en a que qu'est-ce qu'on va leur donner, ça va sembler très anodin pour moi, mettons, qui en ferait beaucoup. Mais pour eux autres, c'est comme, hey, tu viens changer de mon monde. Là. Genre, moi, je viens de passer, ça me prend 44 heures à ça, ou ça vient me coûter un dixième du coût que ça me coûtait avant. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quand même un bémol à mettre aussi sur c'est quoi les objectifs individuels de chaque personne qui veut atteindre ça. Ben oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais si on parle de ralentissement en ce moment, en recherche, peut-être que c'est là qu'on est rendu. Là. C'est-à-dire que dans l'industrie, on est en accélération, on est là, c'est prêt. Il y a eu beaucoup de développement en recherche dans les dernières années. Puis là, on est prêt à mettre tout ça en œuvre. Tu le dis, là, des fois, on offre des solutions comme ça, puis tout le monde est impressionné par ce qu'on peut faire avec ce qu'on comprend en ce moment, puis ce qu'on est capable de mettre en œuvre. Mais en recherche, je ne le sais pas si on n'a pas... Ça va être de la recherche industrielle, sinon. Tu sais, du cric, des maîtrises professionnelles, des maîtrises d'appliquer, prendre un problème, on essaie juste de le transformer un peu, prendre la recherche, on fait ça dedans, puis on fait une solution, puis après ça, il y a une offre d'emploi pour cette personne-là. Tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va aller vers ça. L'université a déjà pris position, tu sais, une maîtrise professionnelle en IA. Qui vient juste là, avec... Fait que c'est une prise sur le marché de dire on va former des professionnels et non des personnes qui font faire de la recherche. Fait que je pense qu'il y a des profils différents qui vont ressortir, mais parce que le ralentissement, je pense, en plus, ça va être... Moi, je trouve que personnellement, dans mon secteur, ce qui se fait plus peur, c'est vraiment plus les Google, Facebook et compagnie qui sont en train de dominer. Là, genre, tu regardes des conférences, c'est comme ils ont 40 papers sur 80 là, qui sont signés Google. T'es comme, tabarnak, OK, qu'est-ce que je fais, moi, contre ça? Là? Puis ils ont des fonds beaucoup plus élevés que moi. Moi, j'ai avec ma petite bourse de 25 000, lui, il paye 150 000, plus il y a 3 développeurs avec lui qui fait ça. Là, t'es comme, c'est parce que là, c'est un autre game, là. Genre, je peux pas me battre contre ça. Là. Fait que je pense, en fait, c'est juste qu'il y a des inégalités puis des contrôles de pouvoir qui vont s'installer dans certaines zones qui pourraient peut-être nuire à la recherche, ou du moins à l'aspect ouvert de la recherche. C'est ça. Moi, je pense qu'il est en train de s'installer une oligocratie de la donnée, là. C'est des oligarques Google, de la donnée. Facebook, Là, Amazon. Puis Batix, puis c'est ça, là. Puis d'autres, probablement, qu'on ne sait même pas, là, qui ont beaucoup de données présentement, puis qu'à un moment donné, ils vont juste sortir avec des datasets, puis ils vont être comme, moi, je peux tout faire ça. Mais pour la recherche universitaire, ça peut devenir problématique, tout ça. Là. C'est-à-dire que si l'argent est là, si le volume est ailleurs, si les cerveaux sont ailleurs, qu'est-ce qui va arriver avec ces beaux milliards-là? Je regardais, aujourd'hui, je me préparais un peu, je regardais, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec a investi 2,3 milliards dans ces technologies-là. Si on répartit autant en recherche, l'application des différentes technologies liées à l'intelligence artificielle, 2,3 milliards, qu'est-ce qui va arriver avec ce bel argent-là si les données sont ailleurs, si les cerveaux sont ailleurs? Je parle juste pour la recherche universitaire. Je comprends que le reste, je pense que Darwin avait raison. Ce qui est d'application, je pense que c'est en croissance. Mais la recherche universitaire, en ce moment, là, il y en a beaucoup de l'argent qui est investi dans les universités. Bien, probablement que pour la recherche fondamentale, le Big Tech, tu sais, qu'il n'y a pas d'application immédiate. Ouais, peut-être que le Big Tech est peut-être encore assez content de faire en sorte que ce soit financé publiquement. Puis quand il va sortir quelque chose d'intéressant, il va venir le prendre, il va l'appliquer. Internet. C'est le bon exemple. C'est un peu ça. Mais dans le moment, je pense qu'on s'en va un peu comme tu disais, là, vers les formations plus appliquées, ce genre de choses-là. C'est ça va être recherché beaucoup. Là. Je pense aussi beaucoup. Puis je pense qu'il y a une forte demande. Fait que c'est une façon facile de répondre à ça. Puis déjà, le recrutement deuxième, troisième cycle, c'est déjà difficile. Parce que, puis là, en plus que c'est des ponts d'or pour beaucoup de gens après ça.
tu te ramasses à te battre vraiment comme un autre game. Fait que je pense qu'il y aurait peut-être besoin, en fait, du moins ma critique là, actuellement, que j'ai aussi, on a eu avec des collègues, c'est que le processus de bourse gouvernementale n'est pas adapté. T'sais, c'est le même montant qu'en 1990 ou 95 à peu près, puis il n'a pas été indexé depuis ce temps-là. Mais c'est vrai, avant la bourse, mettons, FQRNT, il me semble, c'est 19 000. 19 000 en 1995, là, c'est de l'argent maudit. Aujourd'hui, c'est pas mal le salaire minimum. En philo, c'est bon. 19 000. Ben, nous autres, il faut faire attention. Oui, quand tu changes de domaine. Mais je pense que même en philo, c'est pas assez. En l'intelligence artificielle, tu es prêt à aller, ton pont d'or, tu l'as. Tu le sais que tu vas faire 150 000. Mais en fait, je pense que le processus de bourse au complet devait être revu à la hausse. C'est pour ça que je m'inquiète un peu pour la recherche universitaire en intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi. Ceux qui sont là, c'est pour ça que je te dis, les cerveaux vont finir par manquer. Là. Ouais, ils vont se faire recruter. Ils vont aller ailleurs, Donc, si on n'a plus de cerveau pour travailler en recherche universitaire dans ce domaine-là, je sais pas. Moi, je pense qu'on est dû pour vraiment réfléchir à un contrat social par rapport à ça. Savoir qu'est-ce qu'on fait avec les données. Tu sais, les données de Facebook puis de Google, c'est pas des données qui sont environnementales là, ou physiques, c'est des données comportementales. Autrement dit, tu sais, quand on appelle ça du pétrole, là, le nouveau pétrole, les données, moi, j'ai tout le temps un doute avec ça parce que les puits de pétrole, c'est nous autres. C'est ce qu'on fait, c'est nos interactions, etc. Fait qu'il y a une partie de ces données-là qui leur appartiennent. Puis à un moment donné, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qui leur appartient exactement? Là? Jusqu'où... on a le droit de mettre des limites, là, on peut le faire. Ils n'aimeront pas ça, là, puis bon, peut-être que je ne serai pas là au prochain podcast. Mais t'écoutes en plus. Là. Mais attention, là. Oui, il faut que je fasse attention. Mais honnêtement, là, d'un point de vue social, là, je pense qu'on est rendu à imaginer un peu ou à essayer de réfléchir à c'est quoi le contrat social? Qu'est-ce qu'on est prêt à admettre dans l'échange des données? Qu'est-ce qu'on est prêt à admettre comme qu'est-ce qu'on veut comme participation du public ou de la recherche ou en sciences sociales, en sciences humaines ou des universitaires, peu importe, dans ces domaines-là. Comment on fait pour soutenir ça face à des big tech? Puis les big tech, je ne suis pas sûr qu'ils ont leur équivalent dans l'histoire. Non, c'est sûr, je pense pas. Très bon point. Ça. Même les compagnies, les grandes compagnies comme celles qui géraient les Indes, là, dont le nom m'échappe, là, mais les compagnies qui étaient de commerce, là, par exemple. Dans le temps plus mercantile, là? Oui, c'est ça. Même ces grandes compagnies-là n'ont jamais eu autant de pouvoir de manière aussi étendue à cette échelle-là, aussi rapidement que ça. Surtout un impact dans la vie des gens tous les jours. Oui, c'est ça, exact. Puis ça, je pense qu'il faut vraiment mettre ça sur la table à un moment donné puis en discuter. Ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de financement. Ils financent eux-mêmes beaucoup de recherche. Puis ça crée un débalancement entre nos systèmes de recherche plus traditionnels où on tend moins déconnecté peut-être de l'économie, moins tourné vers l'application, l'applicabilité. C'est sûr qu'il y a un débalancement à ce moment-là qu'il va falloir... si on veut continuer à réinvestir en recherche autant, il faudrait s'assurer que ça soit rééquilibré. Là, sinon, on investit beaucoup alors que la guerre, je dirais, là, est peut-être déjà perdue. Là. Ben oui, c'est clair. Puis là, on pense à un gars comme Yoshua Bengio, par exemple, qui refuse d'aller travailler chez Google pour s'occuper du Mila. Là. Une chance! C'est crime. C'est des grosses décisions. Il doit y avoir des incitatifs externes. Là, quand même. Je pense. Là. Quand même. Mais j'y souhaite, en tout cas. Moi aussi. Mais c'est une grosse affaire. Puis, tu sais, dans les faits, ces grosses compagnies-là, ils nous dénationalisent d'une certaine façon parce qu'on n'est pas capable de trouver d'équivalent. Tu sais, si le Québec veut passer en info nuagique, là, ben, il n'y a pas le choix. Là. Il ne peut pas faire lui-même son propre réseau d'infos nuagiques. Là. Il n'atteindra pas les niveaux de sécurité. C'est vrai, là. Je veux dire, il ne sera jamais capable d'atteindre un niveau de sécurité comme AWS ou bien Microsoft, par exemple. Là. Mais on devrait avoir au Québec le premier data center là, à Lévis. Oui, c'est ça. Ça s'en vient. En tout cas, du moins, moi, ça fait déjà un an qu'on en a parlé, puis j'ai pas vu de pelle s'installer là, mais en tout cas, il est censé avoir un projet qui s'installe là. Ils font ça en secret. Ils sont censés avoir un data center qui va s'installer là à un moment donné. Mais sous les ponts, dans le fleuve directement. En fait, c'est direct où est-ce que la ligne des pylônes arrive. On va se connecter direct dessus. Ça coûte moins cher. C'est une grosse plug. Direct. Pouc. Ça s'en vient. Préparez-vous, mesdames, messieurs. Je pense qu'effectivement, là, on est rendu à une étape où il va falloir avoir une réflexion collective, individuelle et collective sur c'est quoi les limites de l'acceptable aussi. T'sais, je pense qu'il y a beaucoup un vent de 1984, là, ce fameux livre-là, de Big Brother. Mais là, Big Brother, c'est pas le gouvernement, c'est des compagnies privées. Fait que, moi, j'ai comme un inconfort face à ça. Là. Moi, j'ai commencé...
Jusqu'à récemment, j'étais comme, j'ai pas le temps de gérer ça. Mais là, j'ai commencé à apprendre. Je prends plus Chrome, je prends d'autres choses. Puis Tim Hortons a sorti là, récemment là, qui vont scraper toutes tes données inimaginables quand tu prends l'application. Tim Hortons? En tout cas, là, c'est des accusations. Ça n'a pas été prouvé. Fait que je veux pas non plus mettre personne dans l'eau chaude. Mais Tim Hortons, au moment qu'on se parle, probablement de l'application, ils ont essayé de savoir. Du moins, ce qu'ils disent, là, ce qu'ils supposent, c'est qu'ils essaient de savoir si tu en vas chez des compétiteurs. Ah! C'est quoi tes comportements autour de ça? C'est grosso modo ce que j'ai compris de ça. Puis là, c'est en procès, là, je veux pas, bénéfice du doute jusqu'à, non, c'est, non, j'oublie mes mots. Non coupable jusqu'à preuve du contraire. Là, fait on va leur laisser ça au moins. Mais supposément que dans les politiques de confidentialité puis tout, ils respectent pas tout. Tim Hortons, qui aurait cru? Que c'est eux autres, hein? Mais tu sais, ça prend juste une bonne Canadien, idée. Hein, parmi les Canadiens. Ou en apparence, une bonne ou idée. une apparence, une bonne idée. Écoutez, messieurs, on a fait du chemin. On a fait le tour de les thèmes que je voulais aborder aujourd'hui. On n'a pas conclu si c'était un nouvel hiver. Ah, tiens, il y a mon chat qui est de retour. La mascotte. Pour conclure. Donc, on n'a pas, justement, on n'a pas décidé si c'était un nouvel hiver ou pas. Ce qu'on dit, c'est que le financement est peut-être déséquilibré, mais si on continue à financer tout ça avec le même rythme, il n'y a pas de raison pourquoi tout ça là, se mettrait à décroître, surtout si on continue de s'enthousiasmer pour tout ça. Si nos invités qu'on reçoit continuent de s'enthousiasmer pour tout ça, il doit sûrement avoir un peu d'espoir pour nous, du moins pour les 10 prochaines années. Là, j'en douterais pas. Il va falloir faire venir quelqu'un qui est sceptique. Ça va en prendre un, il va en avoir. On va s'assurer d'inviter un avocat du diable un jour. Alors, merci, messieurs. Ça fait quand même presque une heure là, qu'on discute, qu'on enregistre. Merci beaucoup. Prochaine rencontre, nous allons recevoir en studio Ève Gaumont. Donc, Ève est une jeune chercheure en droit, intelligence artificielle. Nous avons bien hâte de la rencontrer. Merci d'être passé chez moi, messieurs, dans mon sous-sol. C'était vraiment intéressant de voir du monde dans mon sous-sol. Ça fait longtemps qu'il y avait du monde différent que ce que tu es habitué de voir. Ah oui, les autres, c'est je suis capable de les voir. Là. En tout respect. En tout respect. Merci, chers passionnés d'intelligence artificielle, de nous avoir écoutés. Continuez de rêver de moutons électriques. Lavez-vous les mains. Restez à 2 mètres. En tout cas, c'est ça les règles ici. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye, les gars. Salut. Bye.